Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Donc, comme je disais, bienvenue à tous. Ça nous fait vraiment plaisir qu'il y ait eu autant de gens présents pour ce cours d'introduction aux sciences cognitives. Donc, je ne sais pas exactement si tout le monde vient du même background, je ne sais pas comment vous avez appris l'existence de ce cours, mais à la base, ce cours s'inscrit dans une série de cours à l'école normale supérieure qui s'appelle les cours aux Ernest. Et ces cours sont sur une série de matières différentes qui sont enseignées à l'école normale supérieure. Et donc, c'est des étudiants qui offrent ces cours à d'autres étudiants. Nous, comme on va offrir ce cours en ligne, ou en tout cas de manière hybride, on s'est dit qu'on allait ouvrir les inscriptions à qui veut venir. Donc, c'est pour ça que vous venez peut-être d'ailleurs que de Paris Sciences et Lettres ou de l'ENS. Et c'est super que vous soyez là. Donc, on est vraiment content qu'il y ait des gens aussi de différents backgrounds qui soient là pour ce cours-ci. Euh, donc, peut-être quelques mots juste sur la manière dont ça va se passer. Donc là, comme je viens de dire, ce cours sera enregistré. Si vous avez des questions, je pense qu'on va donner la priorité à écrire des questions dans les commentaires, comme il y a beaucoup de gens. On va vous demander de pas pas enlever le mute et commencer à parler, juste de mettre vos questions. Et puis, si on a besoin de précisions sur vos questions, quand on les prendra, on vous demandera simplement d'enlever le mute de votre micro et de parler. Voilà. Donc les cours, on ne sait pas encore si tous les cours vont se passer seulement en ligne. Il faut qu'on voit un peu en fonction du nombre de gens, en fonction des salles qu'on aura disponibles. Mais pour les étudiants de PSL ou de l'ENS, Elliot, est-ce que tu peux me dire si c'est PSL ou l'ENS qui peuvent venir en présence si on fait les cours? En présentiel, c'est tout PSL. Ok, donc pour les étudiants de Il PSL, me si semble. on fait en présence, Ouais. on vous tiendra au courant dans un mail au cours de la semaine prochaine. Alors, Vous aurez l'opportunité de venir et on vous enverra les informations. Oui, Elliot. après, la situation change comme relativement vite et d'une semaine sur l'autre, on a un truc sur le NS, hein, mais à l'origine, c'était tout Oui, PSL et maintenant, voilà. bref, on vous tiendra au courant. Mais de toute façon, il y aura une option pour suivre le cours en ligne. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va d'abord vous présenter de nouveau quelques petites explications sur le cours, sur les ressources, sur le programme. Et puis, Geoffrey va parler pendant une trentaine de minutes de l'histoire des sciences cognitives. Oui, je pense que c'est surtout l'histoire des sciences cognitives. Et puis après, une série en fait, les différents intervenants du cours vont venir vous parler de différentes sous-disciplines des sciences cognitives, vraiment en 5 minutes, à parler de, de quelles sous-disciplines seront en fait traitées dans quel cours. Donc voilà. Donc moi, juste pour avancer, est-ce que oui, pourquoi ça ne marche pas? Bon, bah, je vais le faire à la main. Juste quelques informations sur le cours. Donc le cours a lieu tous les mercredis de 19h à 20h30. Donc comme je l'ai dit, il sera peut-être en hybride à voir. Donc, on vous demande quand même vraiment de vous inscrire s'il y a des gens qui, je sais pas, m'ont envoyé un message et qui ont eu accès à ce cours et qui ne sont pas inscrits sur le questionnaire qui avait été fait pour les cours aux Ernest. On vous demande de remplir ce questionnaire en mettant bien le cours que vous voulez suivre sciences cognitives. Voilà. Sinon, oui, on vous rappelle que vous pouvez avoir accès au programme du cours avec les informations là-dessus. Et sur ce lien, vous trouverez aussi les slides d'aujourd'hui, par exemple. Donc ça, c'est le programme du semestre. Je vais peut-être pas tout relire maintenant. Vous pouvez de toute façon retrouver ça de nouveau sur le programme du cours. Ce qui est important à noter, c'est qu'il y a une semaine de vacances dans 4 semaines où il n'y aura pas de cours. Et puis, il y aura le 11 novembre qui est un jour férié. Et donc, de nouveau, il n'y aura pas de cours. Donc, normalement, le dernier cours aura lieu le 13 janvier. Ce cours-là sera un peu particulier, mais on communiquera là-dessus un peu plus tard en cours de semestre. Et de nouveau, vous êtes. Alors, on, on ne fait pas de validation ni rien, donc vous venez un peu quand vous voulez. Ça peut avoir du sens de suivre certains cours avant de venir à d'autres. On ne va pas nécessairement repasser sur certaines notions de base si elles ont déjà été couvertes dans d'autres cours. Mais après, si vous avez des cours qui vous intéressent plus ou si vous pouvez seulement vous libérer pour certains cours, c'est pas un problème et on va essayer de mettre les enregistrements à disposition. Et ça, de nouveau, comme je disais, on vous tiendra au courant des modalités d'accès à ces enregistrements par email. D'ailleurs, petite note sur les emails, euh, ça s'est fait un peu rapidement là, les derniers jours. Donc, c'est possible que que je vous ai envoyé des emails en double, ou c'est possible que vous n'ayez pas bien eu les informations. Si c'est le cas et que vous avez un problème, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour que soit on arrête de vous envoyer des doublons, soit
soit simplement, oui, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et un autre point que je voulais dire, pardon, c'est un peu mélangé, c'est aussi que c'est la première fois qu'on fait ce cours. Donc, on a essayé de mettre ce programme sur place, donc ça doit être cool, mais on n'a pas l'habitude de donner un cours en ligne et quoi que ce soit. Donc, soyez indulgents s'il y a un moment où ça se passe pas super bien, ou si vous avez l'impression, enfin, je pense qu'il y a des gens de background très divers dans ce cours, donc ça risque d'être un peu lent pour certaines personnes à certains moments, ou ça risque d'être un peu, comment dire, compliqué, je sais pas. On va essayer vraiment de partir du principe que vous n'avez pas de base en sciences cognitives, mais c'est possible qu'à un moment, on se rende pas compte qu'il y a un concept qui manque. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas, pendant les cours, à dire sur des choses. Et n'hésitez pas non plus à nous envoyer un email si vous avez vraiment quelque chose de pertinent à dire à ce niveau-là. Donc voilà. Euh, donc, on va aussi mettre à disposition des ressources. Donc, les ressources sont sur le Google Drive, c'est le lien où il y a aussi le programme du cours. Le lundi avant le cours, on va essayer, en général le lundi, de publier les slides sur le Drive. Donc, vous pouvez déjà avoir enfin, jeter un coup d'œil, voir si ça vous intéresse ou si vous avez déjà des questions. Vous n'êtes pas obligé, hein, surtout pas, mais en gros, elles seront là. Et le lundi après le cours, on va essayer, dans la mesure du possible, de donner un résumé du cours en une page avec un peu des infos en plus, ou en tout cas des endroits où vous pouvez retrouver des infos en plus. Donc, un truc assez court, mais juste un peu pour vous permettre comment dire, d'avoir une vision d'ensemble de ce qui avait été couvert. Et vous pouvez aussi contacter les responsables de chaque cours si vous avez des questions spécifiques au contenu des cours. Si c'est des questions spécifiques, je dirais moins spécifiques, ou si c'est des questions sur l'organisation, essayez de contacter Elliot ou moi. Donc moi, en fait, je suis François. Je me rends compte que je ne me suis pas présenté d'ailleurs. Désolé, je fais tout à l'envers. Donc moi, je suis François. C'est moi qui vous ai envoyé le mail. Elliot, il en copie. N'hésitez pas, si vous devez nous envoyer un mail, à nous mettre tous les deux en destinataire. Comme ça, on pourra peut-être vous répondre plus rapidement si un de nous est disponible. Voilà. On essaie de rendre le cours interactif. Donc là, on pensait peut-être avoir une audience un peu plus petite. Donc on va devoir voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, n'hésitez pas, de nouveau, j'insiste, à poser des questions, demander des clarifications. Il n'y a pas de questions stupides. Surtout que, comme j'ai dit, parfois, on ne se rend pas compte exactement de quelles sont vos connaissances préalables, etc. Aussi, on va parfois dans les ressources, euh, comment dire, donner accès à certains articles ou bon, indiquer certains articles. Euh, a priori, on devrait essayer de vous donner accès, mais si vous avez besoin de trouver un article, on a peut-être des conseils à donner à ce niveau-là. Si par exemple vous avez un paywall que vous n'avez pas accès sans devoir payer pour un journal, je sais pas moi, 40 euros du mois ou un truc comme ça, que il faut surtout pas payer ou payer pour un article, euh, contactez-nous ou alors pendant un cours on vous expliquera comment faire ça. Euh, voilà, je sais pas si c'était très clair, mais voilà. Donc là, je vais passer la main à Geoffrey qui va vous faire un petit pitch sur l'histoire des sciences cognitives. J'espère que j'ai rien oublié. Si Eliott, j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Ok. Ben, Geoffrey, tu peux partager tes slides. Ok. C'est de ton côté que tu fais le partage d'écran ou j'ai un bouton pour? Parce que je vois pas le bouton. T'as pas... Alors, tu avais fait le partage d'écran en tout à bas. l'heure, non? En bas. Ouais, mais tout à l'heure, c'est toi qui avais lancé la manip. Ok, si je m'arrêtais de partager l'écran, parce que tu... Euh, Alors, Non, ça me dit qu'il faut que je demande à l'organisateur de me ok, désigner ben, désolé. présentateur. Ok, attends, je Hmm. regarde ça. Donc, désolé, je pensais que c'était réglé. Bon, bah, désolé tout le monde pour... Ouais, on va prendre 10 secondes, hein, ça va être rapide, vous inquiétez pas. On Oui, refait la manip que alors... tu avais faite tout à l'heure pour me... Ça y est, c'est Oui, fait. je pense que j'ai dû le mettre comme prénom, mais à mon avis, il faut le faire à chaque fois. Alors, ton nom, c'est... T'as réussi à mettre ton nom? Hop, ça y Ah, est. c'est bon, t'as réussi. Voilà, super. Geoffrey, t'as ton micro allumé ou pas? Geoffrey, on t'entend pas.
Geoffrey, c'est Geoffrey. Ok, ben, du coup, en attendant que ça se Non, je passe, crois que c'est bon juste là. un petit mot Ouais, c'est. sur la Ouais, c'est voie. bon. Je sais pas ce qui s'est passé, le son s'est désactivé d'un coup et je trouvais plus le petit bouton. Bah, du coup, ça s'est arrêté où? J'étais en train de me présenter, quoi. On n'a rien eu. On n'a rien eu On t'a du tout? jamais Ok. entendu. Ok, bah ça s'est désactivé en fait. Je pense que j'ai partagé mon écran. Bah, du coup, je reprends. Donc, je disais, bienvenue à tout le monde dans ce cours d'introduction aux sciences cognitives. Je me présente brièvement. Je m'appelle Geoffrey Führer. Je suis actuellement doctorant au Centre suisse des sciences affectives et je travaille sur un projet interdisciplinaire qui mêle à la fois la philosophie et la psychologie expérimentale. Donc, on pourrait mettre ça dans la grande catégorie sciences cognitives ou sciences affectives. Et on travaille notamment sur l'état affectif positif, du sens de la vie et des émotions associées. Et aujourd'hui, je vais vous faire une brève histoire des sciences cognitives et un peu vous parler aussi de son programme de recherche. Parce que je ne vais pas vous parler de son histoire en vous faisant une frise chronologique avec des dates. Je vais plutôt vous donner quelques repères par-ci par-là pour vous essayer de mieux comprendre un peu ce que c'est. Donc, du coup, effectivement, la question c'est qu'est-ce que c'est que les sciences cognitives? Alors moi, quand j'étais en master, j'entendais souvent la définition que les sciences cognitives, c'était la science du traitement de l'information. Et moi, ça me laissait perplexe parce que je me disais, bah, écoutez, si jamais on étudie le fonctionnement d'une cellule et de l'ADN, il y a plein d'informations, ce n'est pas des sciences cognitives. Donc, je préfère la définition un peu plus large, qui est que les sciences cognitives sont l'ensemble des disciplines qui concourent à expliquer les mécanismes, le fonctionnement et la nature des processus mentaux. Et à l'intérieur de ces différentes des sciences cognitives, on retrouve ces différentes disciplines que sont la psychologie, l'intelligence artificielle et la modélisation, les neurosciences, les sciences humaines et sociales, la linguistique, la philosophie. Et c'est important de le noter parce que chacune de ces disciplines, techniquement, est indépendante. Vous pouvez avoir de la psychologie sans faire de sciences cognitives, des neurosciences ou de la philosophie sans faire de sciences cognitives. Donc, ce qui les relie ensemble, c'est un programme commun sur un plan théorique, sur lequel je vais revenir un petit peu après. Mais les sciences cognitives aussi sur un plan très concret, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des départements et des laboratoires interdisciplinaires. Vous allez retrouver par exemple le DEC, le département d'études cognitives, le CISA, le centre interfacultaire en sciences affectives, l'ISC, qui est l'Institut des sciences cognitives à Lyon. C'est également des séminaires interdisciplinaires très importants, durant lesquels des chercheurs de différentes disciplines se retrouvent pour échanger sur des thématiques communes, mais durant lesquels ils n'ont pas nécessairement les mêmes niveaux d'analyse. Des associations de chercheurs, comme le comité de sciences cognitives, Connivence, qui est l'association des jeunes chercheurs et des étudiants en sciences cognitives, et des revues dans lesquelles les différentes disciplines peuvent communiquer. Vous avez par exemple Brain and Behavioral Sciences, vous avez Mind and Language, vous avez le Journal of Study of Consciousness, vous avez Review of Philosophy and Psychology ou le Journal of Cognitive Science. Et qu'en est-il des méthodes? Donc on aura l'occasion d'y revenir un peu après, quand les différents représentants de disciplines vont parler un peu de leurs approches, mais je vais quand même faire une petite liste un peu rapide. Vous retrouvez dans ces différentes méthodes des études comportementales, où il s'agit de mesurer, d'essayer de mesurer des comportements ou d'opérationnaliser et d'identifier des comportements précis. Vous avez de l'exploration cérébrale, qui est par exemple des études avec électroencéphalogramme ou IRM fonctionnel. Vous avez de l'expérimentation animale, qui est très encadrée éthiquement, donc qui va se faire par exemple sur des rats, des toupailles, des babouins, sur des grands singes. Vous avez de l'analyse conceptuelle, de la théorisation, vous avez de la modélisation, vous avez des questionnaires, des tests, de l'analyse descriptive, vous avez même de la génétique et du machine learning. Mais comment tout ça s'est mis en place? Eh bien, je vais vous décrire un peu qu'est-ce qu'il y avait sur un plan théorique avant les sciences cognitives. Avant les sciences cognitives, vous aviez par exemple le dualisme
qui postulait qu'il y avait une différence claire entre les objets de la nature, qui sont des objets étendus et mesurables, qu'on peut mathématiser, et des objets non étendus, qui ne sont pas mathématisables, et qui sont donc l'esprit et ses processus mentaux. Vous avez par exemple le psychologue William Dalty, qui avait fait une distinction qui est restée célèbre pendant un moment entre les sciences de la nature, la biologie, la physique, la chimie, et les sciences de l'esprit, qui, elles, ne peuvent pas faire l'objet des mêmes méthodes que les sciences de la nature. Vous aviez également la psychologie non expérimentale, par exemple la psychologie humaniste, qui s'intéresse au bon fonctionnement et le fonctionnement optimal de l'être humain, ou la psychologie, le précurseur en psychologie, William James, qui a été le premier à essayer de montrer une tentative de compréhension psychologique du fonctionnement des émotions ou de l'expérience religieuse. Vous aviez également le behaviorisme, qui, lui, était plutôt dans une version expérimentale, mais qui postulait l'idée principale que l'esprit était une boîte noire inaccessible, puisque inobservable. Et ce qui était observable, c'était le résultat de l'esprit. Par exemple, les comportements. Enfin, ce n'est pas un exemple, c'était la seule chose qui postulait être observable et mesurable. Et vous aviez également toutes les études animales, l'éthologie, l'écologie comportementale, la primatologie, qui déjà dans les années 50 s'intéressaient à la cognition animale. Et donc, en réaction à tout ça, ou en assimilant les acquis de ces différentes approches et en dépassant ces limites, voilà un peu les idées générales de ce programme commun qui permet en fait cette unification des différentes disciplines qui collaborent. Vous avez l'idée principale que le cerveau, c'est le support matériel de l'esprit et donc des processus mentaux. Et donc, on voit émerger une approche dite naturaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction, comme cela a été fait, entre d'un côté des choses physiques et mesurables et de l'esprit inobservable et non mesurable. Au contraire, on peut faire de l'esprit et de ces processus mentaux l'étude scientifique avec la méthode expérimentale, entre autres. Et également très important, au sein des sciences cognitives, on estime que l'esprit fonctionne comme une forme de traitement d'information. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Justement, je le mentionnais un peu en début d'exposé. On peut voir le traitement d'information comme de la manipulation de symboles suivant certaines règles. Et comme c'est un peu abstrait, je vais vous donner un exemple concret. Imaginez que vous êtes en train de faire une randonnée avec des amis. Et puis, soudain, vous avez un arbre qui tombe au milieu du chemin. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le cerveau qui, à partir des données sensorielles, donc vous avez l'information, le stimuli de l'arbre et du chemin, le cerveau va encoder tout ça, il va interpréter ça en termes de visualisation, en termes d'audition. À partir de ce moment-là, vont se mettre en place des mécanismes spécifiques comme la prise de décision, la réaction émotionnelle. Mais ce n'est pas terminé puisque après ces prises de décision et ces réactions émotionnelles, peut-être que vous allez dialoguer avec votre groupe. Donc, il y a un nouvel échange d'informations. À travers le langage et la parole, vous allez discuter pour vous dire est-ce que cet événement, c'est dû au hasard ou est-ce que c'est une randonnée dangereuse? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux rebrousser chemin? Donc, vous avez un nouveau type d'information qui va être pris en compte par des processus cognitifs et qui vont amener une décision au niveau du groupe. Et donc là, on est dans la cognition sociale. À travers cet exemple, du coup, vous pouvez voir un peu les différents niveaux d'analyse qu'on peut avoir en sciences cognitives. Vous pouvez très bien vous intéresser uniquement au fonctionnement et aux mécanismes qui sous-tendent la perception, qui permettent de percevoir les mouvements ou les objets. Vous pouvez étudier aussi les réactions émotionnelles avec les réactions physiologiques ou les expressions faciales, mais vous pouvez aussi très bien étudier comment la communication des émotions s'est mise en place au sein du groupe ou comment une décision collective s'est mise en place après ce traitement d'information de l'événement dangereux. Et là, je vais vous donner quelques exemples historiques de l'émergence des sciences cognitives. Vous avez par exemple ce que j'appelle une destruction en règle du behaviorisme, puisque dans les années 60 et 80, vous allez avoir des critiques massives qui vont rendre un peu le behaviorisme caduc. Vous avez par exemple Lawrence et Tinbergen, qui sont des éthologues, ils font de la science du comportement animal, et qui ont étudié la cognition animale et qui ont, à travers certaines expériences, montré qu'on ne pouvait pas réduire la cognition animale à juste de l'apprentissage conditionnel. L'apprentissage conditionnel, ça postulait que l'ensemble des comportements animaux, par exemple, et y compris chez l'être humain,
étaient simplement des comportements qu'on apprenait à travers des punitions et des récompenses. Ils ont réussi à montrer que, par exemple, chez les oies, il y avait des mécanismes innés d'attachement dès le plus jeune âge qui permettaient à l'oie de s'attacher à des individus et de le considérer comme le donneur de soins. Et à partir de ce moment-là, ça allait contre l'idée qu'il y avait chez le behavioriste que, par exemple, étudier le rat, le singe ou le pigeon, ça revenait au même. Et vous avez également une critique massive qui a été faite par Chomsky, un linguiste, dans les années 80. Il va formuler un argument resté célèbre qui s'appelle l'argument de la pauvreté du stimuli. Il va montrer qu'on ne peut pas rendre compte de la richesse de notre langage et de notre communication simplement par un apprentissage de règles de grammaire qui se ferait durant notre jeune âge. En fait, ce qui se passe, c'est bien plutôt, pour vous permettre de vous rendre compte un peu de la chose, on a une liste de vocabulaire finie. On n'a pas une infinité de mots à notre disposition. Et pourtant, avec ces mots limités, à partir de règles de grammaire que j'utilise de manière inconsciente, je peux formuler une infinité de phrases, même des phrases qui n'ont pas de sens. Et ce que Chomsky va postuler, c'est qu'à l'origine de ça, il doit y avoir un mécanisme qui permet la génération de ces règles de grammaire et de cette infinité de types de phrases qu'on peut former à partir des mots. Donc, on ne peut pas rendre compte de la richesse du langage et de la manière dont on communique simplement à travers juste de l'apprentissage de stimuli de base ou d'informations de base. D'autres éléments qui ont pu être importants dans les sciences cognitives, ça va être par exemple l'apparition du module par Jerry Fodor, un philosophe. Qu'est-ce qu'il va apporter? Alors pour vous donner un exemple concret de ce qu'est un module, c'est un mécanisme cérébral qui est dédié à une et une seule tâche, qui est automatique. Et je vais vous donner un exemple concret. Vous avez par exemple dans le lobe temporal inférieur une zone qui s'appelle la FFA. C'est la Fusiform Face Area. C'est une zone qui est entièrement dédiée, en tout cas qui est entièrement dédiée à la reconnaissance des visages. Les visages, ce sont des stimuli extrêmement riches. On a beaucoup de faciès qui communiquent énormément d'informations. Et ce qui se passe quand ce module est atteint d'une lésion, par exemple, c'est que on voit apparaître une pathologie qui s'appelle la prosopagnosie. Alors, je vous encourage à aller voir un peu sur Internet des récits de gens qui ont une prosopagnosie parce qu'ils ne sont plus capables de reconnaître les visages. Mais même plus que ça, le visage ne fait plus sens pour eux. Pour nous, qui n'avons pas de prosopagnosie, c'est impossible de s'imaginer ce que ça fait. Et vous voyez que cette FFA, en fait, est dédiée à la reconnaissance des visages. Si elle est lésée, il n'y a aucune autre tâche cognitive qui est atteinte. Il y a juste la reconnaissance des visages qui est endommagée. Et c'est un mécanisme qui fonctionne très rapidement, automatiquement, de manière inconsciente, et qui ne communique pas vraiment avec les autres aires du cerveau. Vous avez également l'approche fonctionnaliste qui a été développée par Putnam, qui permet de mieux comprendre ce que c'est qu'un processus mental. Un processus mental, ce serait ce qu'on appelle comme une fonction. Vous avez en entrée des données qui rentrent, de l'information, qui va être traitée par un mécanisme, et qui en sortie va vous donner quelque chose. Un comportement, une pensée, une volonté. Vous avez également la cybernétique, qui a été très importante dans les années 50. La cybernétique, en fait, s'intéressait un peu au système qui s'autorégule. Et dans les années 50, certains cybernéticiens se sont dit mais en fait, le cerveau et la cognition, on peut voir ça comme un système qui s'autorégule. Et donc, on va voir apparaître les premières modélisations de réseaux de neurones qui permettent de mieux comprendre un peu comment fonctionnent les activations neuronales, comment fonctionnent certains processus cognitifs. Et aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui est un immense champ de recherche dans le domaine de la modélisation des processus cognitifs. Et là, je vous donne un exemple qui n'est pas nécessairement quelque chose qui est fondateur des sciences cognitives, mais simplement pour vous rendre compte un peu comment les différentes filiations intellectuelles donnent naissance à ces disciplines. Je prends l'exemple de Stanislas Dehaene, qui est un des spécialistes de la conscience, entre autres, et qui a eu deux directeurs de thèse distincts. Changeux, qui est à la base un biologiste qui ensuite va s'intéresser au fonctionnement du neurone, et Meller, qui est un psychologue du développement. Et je vais vous montrer une chose intéressante. Donc voici ce qu'on appelle, c'est un outil assez sympa, c'est un neurotree, où on voit les filiations intellectuelles à travers en fait, les différentes périodes.
certaines différentes périodes. Donc là, vous avez Jacques Meller, dont je parlais, donc qui malheureusement nous a quittés l'année dernière. Vous avez, si je vais ici, vous voyez Stanislas Dehaene, dont je parle. Et vous voyez que si on fait remonter cette filiation intellectuelle de Jacques Meller, vous remontez directement à Noam Chomsky, dont je faisais mention tout à l'heure, et Jean Piaget, qui est un grand psychologue du développement suisse. Et donc, vous voyez que déjà, à travers ces différentes collaborations, on voit naître ces tentatives d'incorporer des données de différentes disciplines à travers ce prisme des sciences cognitives. Et voilà, j'en étais là. Mais plus concrètement, eh bien, je vais prendre l'exemple spécifique de la France. Comment les sciences cognitives sont mises en place structurellement en France. En 89, vous avez un rapport, le rapport Jean-Pierre Changeux, que je mentionnais tout à l'heure. Ce rapport est directement donné par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et il demande à Jean-Pierre Changeux de recruter des collaborateurs pour essayer de faire une cartographie des sciences cognitives à travers le monde. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la recherche? Pourquoi c'est important? In fine, la question, c'est de savoir est-ce qu'il faut financer les sciences cognitives. Donc Jean-Pierre Changeux fera un rapport, à raison, très élogieux des sciences cognitives. En 1994, vous avez la conférence Changeux et Handler. Handler est un philosophe des sciences et ils vont ensemble essayer d'apporter à un auditoire un peu plus large quelle est la spécificité des sciences cognitives. Est-ce qu'il y a une discipline, par exemple, à l'intérieur des sciences cognitives qui serait plus importante qu'une autre? L'importance du concept de fonction, d'information, au sein des sciences cognitives. Et un peu après ça, en 97, à l'initiative de Genrot, vous avez l'Institut des sciences cognitives en 97 à Lyon qui se monte. Et en 2001, à l'initiative d'Handler, c'est pour ça que je mentionnais cette conférence, il va fonder le DEC, le département d'études cognitives, à Paris. Donc à partir de ce moment-là, vous avez déjà en France plusieurs structures financées et prêtes à accueillir aussi bien des linguistes, des neuroscientifiques, des philosophes, des gens qui font des sciences humaines et sociales, des psychologues, des modélisateurs, des gens qui font de l'intelligence artificielle pour essayer de travailler au sein de ce programme de recherche. Et c'est très important de le mentionner parce que ce qui est aussi important dans les sciences cognitives que l'aspect théorique, c'est aussi la présence des chercheurs eux-mêmes au sein d'un même environnement. Si je prends un exemple, je me permets de faire une anecdote. Moi, dans mon cas, quand j'étais étudiant en master, je pense que autant que les cours, ce qui m'a beaucoup plus, ce qui m'a autant apporté que les cours, c'était de discuter avec des gens qui avaient un autre background que le mien et avec qui je pouvais échanger de problématiques connexes ou communes pour en fait s'enrichir mutuellement de différentes approches. Et en 2002, vous avez l'Institut Jean Nicot, qui n'est pas à proprement parler un institut de sciences cognitives, mais je mentionne quand même son importance. Donc à la base, c'est surtout pour accueillir des philosophes analytiques. Mais vous avez aujourd'hui, ça accueille beaucoup de tenants de sciences humaines et sociales dans son version cognitive. Et maintenant qu'on va rester un peu dans le concret, les sciences cognitives, c'est énormément de recherches qui peuvent avoir un impact sociétal. Et aujourd'hui, pour bien comprendre les sciences cognitives, c'est aussi important de voir qu'elles sont sollicitées pour comprendre des enjeux de société. Je vais prendre l'exemple de l'éducation. Vous avez par exemple la fondation La Main à la Pâte. Donc là, ici, vous voyez Elena Pasquinelli, qui est une philosophe de formation, qui est actuellement directrice de la fondation La Main à la Pâte. Et cette fondation sert d'interface pour faire communiquer des enseignants qui, du fait même d'un travail très difficile, n'ont pas toujours le temps, vu qu'ils sont pris à construire leurs cours, ils sont pris dans des tâches administratives, ils sont pris dans des corrections de copies, n'ont pas nécessairement le temps d'aller voir ce qui se passe du côté des sciences cognitives, qui s'intéressent à l'apprentissage, qui s'intéressent à la mémorisation, à la motivation, ce qui permet, ce qui marche ou ce qui ne marche pas en technique d'apprentissage, voire même parfois n'en ont pas conscience, où il n'y a pas toujours les structures faites pour faire cette communication. Bah, cette fondation-là sert à faire cette communication entre les chercheurs, les laboratoires et le terrain, les enseignants.
Et vous avez également le Conseil scientifique de l'éducation nationale, dans lequel vous pouvez retrouver Stanislas Dehaene, Franck Ramu, que j'aurais pu mentionner quand j'ai montré le neurotri, puisque lui aussi a été doctorant de Meller, donc que je mentionnais, et qui est aussi co-directeur du Cogmaster. Vous avez Elena Spaschinelli, dont je viens de parler, Joël Proust, et qui travaille en fait à informer l'éducation nationale des avancées des sciences cognitives sur qu'est-ce que ça dit de l'éducation, de la pédagogie, et essayer en fait, comme un peu pour la main à la pâte, de trouver une sorte de terrain de mariage harmonieux entre le laboratoire, les données, les découvertes et les enseignants. Un autre exemple, c'est celui des sciences cognitives et décisions publiques. En effet, les décisionnaires publics sont amenés à faire différents choix qui peuvent être importants et qui impliquent parfois des mécanismes cognitifs. Je vais prendre un exemple. Si vous prenez une population et que cette population, vous la mettez en donneur d'organes par défaut, et qu'il faut faire une demande pour ne pas être donneur d'organes, eh bien, elle aura tendance à plutôt rester donneur d'organes par défaut que si c'est l'inverse. Si vous si vous mettez les gens en non donneur d'organes par défaut, et il faut en faire la demande pour que vous soyez donneur d'organes, eh bien, de manière générale, il y a moins de gens qui vont être donneurs d'organes. C'est juste un exemple concret pour vous montrer que ces processus-là, on ne peut pas les inventer, on ne peut pas les savoir à l'avance. Et des fois, quand un décisionnaire public prend une décision, des fois, il ne s'y attend pas, mais il y a des retours de flamme, il y a des choses qui ne se passent pas aussi bien que ça aurait dû. Et donc là, je vous présente les chefs de projet, Mariam Chama, qui vient des sciences cognitives, et Stéphane Giraud, qui font partie de la DITP, le département interministériel à la transformation publique. Et ils font partie d'un petit module à l'intérieur de sciences comportementales qui embauche d'autres gens aussi de sciences cognitives, qui est là pour essayer d'informer le mieux possible les décisionnaires publics de ce que peuvent apporter les sciences cognitives à la bonne compréhension de certaines problématiques complexes. Alors, maintenant je vais vous parler d'un truc un peu moins drôle, ce que j'appelle le côté obscur de la force. On appelle la crise de la reproductibilité. Je vais en toucher quelques mots parce que ce serait dommage de passer ça sous le tapis. Alors ça ne touche pas du tout que les sciences cognitives, malheureusement, ça touche même des sciences comme les sciences du cancer. Donc qu'est-ce que la reproductibilité? C'est quand vous avez des résultats jugés robustes, ou en tout cas jugés corrects, et que vous tentez de les reproduire, par exemple, en prenant davantage de participants ou en essayant d'être le plus rigoureux possible, et qu'au final, vous ne retrouvez pas le résultat escompté. Et par exemple, il y a quelque temps, je crois que c'était il y a 3 ans, il y a eu un projet de réplicabilité pour les sciences du cancer, et on a découvert que sur 53 études, il n'y en avait que 10% dont on pouvait répliquer les résultats. C'est vraiment, vraiment catastrophique. Et c'est arrivé également pour la psychologie, qui est donc une des branches des sciences cognitives, et je pense, alors il n'y a pas encore eu de projet tel, par exemple, pour les neurosciences, mais je pense qu'on aurait eu aussi des résultats peu reluisants. Et on en a eu, donc pour la psychologie, pour un ordre d'idée. La psychologie sociale, on a eu 50% d'études qui ont pu répliquer. La psychologie cognitive a eu davantage de bons résultats avec 70% d'études qui répliquent. Vous avez la philosophie expérimentale, qui est une branche des philosophies qui utilise la méthode expérimentale, qui a eu 70% aussi de taux de réussite. Donc, pourquoi ça? Donc, il faut être nuancé quand on voit ça. Il ne faut pas se dire, du coup, on met ces disciplines à la poubelle. Bien au contraire, il y a beaucoup de bonnes choses à prendre. Et ce qui est important de noter, c'est que ce n'est pas parce que ça va mal ou que la science est mal faite qu'on a ces problèmes-là. Au contraire, vous voyez que la science est un peu réformatrice par elle-même. C'est par sa propre méthode qu'elle découvre qu'il y a des choses qui ne répliquent pas. Et ensuite, on essaie de mettre en place des protocoles pour ne plus que ça arrive. Mais avant de vous parler de ces choses-là, je vais essayer de parler un peu de qu'est-ce qui n'allait pas. Vous aviez par exemple de ce qu'on appelle le problème du p-hacking. Qu'est-ce que le p-hacking? C'est, pour faire un peu simple, peut-être un peu trop simple, c'est vous arranger un peu avec vos données
pour atteindre un seuil de significativité. Donc, vous allez vous dire, bon, en fait, ce participant, je ne le prends pas en compte. Je pense qu'en fait, vous allez trouver des raisons pour ne pas le prendre en compte. Ou vous n'allez pas utiliser les bons tests statistiques aussi. Vous allez employer un test plutôt qu'un autre, un test paramétrique, alors que vos données ne sont pas alors que vous auriez dû utiliser un test non paramétrique. Vous avez un autre problème également qui ont amené à cette crise de la reproductibilité, c'est qu'il n'y a pas ou peu de publications de résultats nuls. Pourquoi c'est un problème? Imaginez qu'aujourd'hui, je fasse une expérimentation. Je fais mon expérience, elle ne marche pas. Mais comme la plupart des journaux ne publient pas les résultats nuls, je ne peux pas publier ces résultats. Du coup, un laboratoire aux États-Unis, un autre laboratoire en Australie, un autre laboratoire en Chine ne sont pas au courant. Moi, j'ai déjà fait cette expérience. Et le hasard fait qu'ils ont les mêmes hypothèses. Et eux aussi, ils vont tester, ils vont faire ces expériences. Et hasard, il y en a un qui a des bons résultats. Et imaginons que dans le monde, vous avez 10 laboratoires qui refont les mêmes expériences et il y en a un qui a eu des résultats corrects du fait des lois de les probabilités, par pur hasard. Bah, le seul à publier, ça va être celui qui a eu les bons résultats. Et ceux qui ont eu les mauvais résultats, et ben, du coup, personne ne saura qu'il y a eu des résultats négatifs. Donc le moment où vous ferez une revue de la littérature pour voir si quelque chose marche ou quelque chose ne marche pas, vous n'aurez à disposition que les résultats qui en fait vont dans le bon sens. Et un autre élément qui a amené à ces crises de la reproductibilité, c'est un peu la course à la publication. Malheureusement, avoir un poste est parfois difficile et il faut avoir fait des publications, parfois beaucoup, parfois dans des très très bonnes revues qui sont difficiles d'accès. Donc, c'est des motivations parfois à s'arranger un peu avec ces données ou aller un peu vite en besogne pour faire ses études, pour vite publier, ce qui est un problème. Mais heureusement, les choses changent puisque ce que j'appelle le côté lumineux de la force, c'est l'arrivée de l'open science, une science ouverte. Qu'est-ce qu'une science ouverte? Eh bien, c'est la multiplication des projets OSF et des prépublications. Alors, qu'est-ce que c'est? Un projet OSF, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez mettre à disposition de tous les chercheurs vos données, vos analyses statistiques. Tout est accessible. Si quelqu'un veut répliquer vos données, s'ils sont nuls, ils peuvent le faire. Vous avez également l'arrivée des prépublications qui sont très importantes. Une prépublication, c'est un gage d'honnêteté. Donc elle se fait également, alors pas que sur OSF, mais aujourd'hui c'est la plateforme un peu dominante pour faire des prépublications. Vous allez donner en avance, avant même de recruter vos participants, les hypothèses que vous testez. Vous allez montrer combien de participants vous recrutez, comment vous les recrutez, quelles analyses vous allez faire. Comme ça, le moment où vous faites votre étude et le moment où vous montrez votre papier, on peut aller voir si vous n'avez pas changé d'hypothèse en cours de route pour vous dire « Ah, mon hypothèse ne marchait pas, je vais en tester une autre peut-être ». Non, là, tout est présent, tout est accessible, tout le monde peut aller voir ces données. Et donc, ça, c'est très, très important et c'est ce qui, en fait, aujourd'hui, ça monte de plus en plus, c'est un gros challenge pour l'ensemble des sciences et aussi pour les sciences cognitives. Et c'est aussi pour ça que le niveau de rigueur ces dernières années augmente beaucoup sur la qualité des études, c'est parce que vous avez cette montée de l'open science. Et autre chose importante, c'est les journaux open access. Qu'est-ce qu'un journal open access? C'est un journal qui, en fait, met à la disposition de manière complètement gratuite les études qu'il a décidé de publier. Ça va à l'encontre un peu d'un gros problème qu'il y a dans les sciences, de manière générale, qui est l'existence de gros éditeurs qui demandent des fortunes aux gens pour accéder au papier, alors même que les chercheurs n'ont jamais, enfin je veux dire, les chercheurs on n'est pas rémunérés, on est rémunéré pour tous les mois, mais on n'est pas rémunéré pour les papiers qu'on donne à ces grands éditeurs. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une plateforme qui s'appelle SciHub, on ne va pas se le cacher, que tout le monde utilise, qui n'est pas censé être légal, qui permet d'avoir accès au papier de manière gratuite. Et du coup, il y a une montée de ces journaux open access qui aussi participe à ce côté open science. Et vous avez également, selon moi, quelque chose d'assez important, une plus grande utilisation de R pour traiter des statistiques. Pourquoi c'est important? Donc il faut savoir, quand on fait des statistiques, vous avez différentes plateformes. Par exemple, vous avez SPSS qui est très utilisé par les psychologues. Vous avez MATLAB aussi qui est très utilisé, soit en psychologie ou en neurosciences. Mais ces choses-là sont ce qu'on appelle des langages propriétaires ou des plateformes propriétaires, ce qui fait que ce n'est pas quelque chose d'open source, ce n'est pas quelque chose qui, en fait,
qui, contrairement à R, en fait, qui est un langage gratuit, accessible à tout le monde. Tout le monde peut créer des packages. Et en fait, ce qui est très bien avec R, c'est qu'une fois que vous avez fait vos analyses, vous avez décidé quel test statistique vous allez faire, eh ben, vous avez votre code que vous pouvez partager à tout le monde, et tout le monde peut reproduire vos analyses. Et voilà, ce sera tout pour moi, et j'espère que vous avez passé un bon moment durant cette petite brève histoire des sciences cognitives. Alors, Geoffrey, merci beaucoup. Tu as quelques petites questions, si tu veux bien y répondre. Ouais, avec plaisir. Alors, la première, c'est les sciences. Alors, elle est dans le chat, hein, si les gens veulent la lire. Elle est à 19h43, 42, pardon. Les sciences cognitives étant un domaine de recherche relativement récent, comment prenez-vous en compte les problèmes que vous énoncez dans l'apprentissage et la recherche? Du coup, j'imagine que c'est une question qui fait un peu référence au lien entre sciences cognitives et pédagogie, apprentissage, c'est ça, et l'école? Alors, en l'occurrence, je pense que si Axel veut se démute pour préciser sa question, libre à lui, si jamais. Alors bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, très bien. Super. Ok. La question c'était plus concernant les différents problèmes que tu énonces dans les résultats, notamment des recherches en sciences cognitives sur le fait qu'il y a, alors appeler ça de la fraude, ce serait peut-être exagéré, mais une certaine forme en tout cas de fraude à certains niveaux. Et donc l'idée de la question c'était donc on voit que on a des problèmes considérant la prise en compte des résultats. Or, les sciences cognitives doivent bien s'appuyer sur quelque chose et les résultats nous amènent à faire avancer dans d'autres, on va dire, dans d'autres directions au niveau des autres recherches. Comment faites-vous donc pour prendre ça en compte, à la fois dans l'apprentissage des bases dans les sciences cognitives et à la fois dans dépasser les bases pour justement découvrir de nouvelles informations? Je vois. Par exemple, ce qui se fait de plus en plus dans les très bons départements de sciences cognitives, c'est qu'on apprend déjà à faire de la lecture critique d'articles, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Il y a beaucoup de problèmes de réplicabilité aussi qui viennent de p-hacking. Donc, comme je disais, s'arranger avec les données. Si on lit correctement un article et la méthode, on peut repérer quand même qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc aujourd'hui, dans les programmes qui sont proposés dans ces départements-là, c'est vraiment comment faire la distinction entre un bon article et un mauvais article. Il y a également aussi l'apprentissage, on va dire c'est même aussi un peu philosophique, du niveau de preuve. Par exemple, quand on voit qu'il n'y a qu'une ou deux études qui vont dans le sens d'une hypothèse, ça reste mieux que rien, mais on n'est pas encore à un moment où on a fait des méta-analyses ou des revues systématiques. Donc je dirais que, en fait, l'emphase qui est mise, c'est vraiment, je dirais, lecture critique d'articles, des compétences solides en statistique, être poussé du côté de l'open science, utiliser R, et savoir reconnaître le fait que s'il n'y a qu'une ou deux études, c'est pas un niveau de preuve assez forte, tandis que quand on a beaucoup d'études avec, ça je l'ai pas mentionné, mais par exemple il y a beaucoup d'études, un des problèmes qu'il y a par exemple en neurosciences ou en psycho, c'est que parfois les effectifs sont pas assez nombreux, on manque de puissance statistique, et donc du coup c'est un bon argument pour dire bon bah peut-être que les résultats sont pas les bons, donc ça amène aussi à se dire bon je vais prendre ces résultats avec des pincettes. Donc, je dirais, voilà, tout ça est enseigné pour donner le plus d'esprit critique aux étudiants. Mais c'est quelque chose qui est aussi important de manière générale. Je dirais, on l'a bien vu avec tout ce qui s'est passé dernièrement en France, à travers les débats sur l'hydroxychloroquine, etc., que c'est très important d'avoir ces compétences-là, même pour les débats scientifiques publics. Voilà, je ne sais pas si d'autres intervenants, je ne veux pas être le seul à parler, vous voulez peut-être ajouter des choses aussi. Oh. Moi, ça va. Tu as une deuxième question, si jamais les intervenants ne sont pas. Ouais, attends, je vais regarder le chat. Alors, c'est à 19h43 par Victor. Je te la lis. Comme ça, tout le monde la voit s'ils n'ont pas le chat. Quand on observe la réticence des populations aux mesures barrières et aux comportements à adopter dans cette crise sanitaire, est-ce qu'on ne peut pas considérer cela comme un échec relatif des sciences cognitives appliquées aux décisions publiques? C'est une très bonne question, surtout qu'en plus, c'est hyper intéressant parce que pendant le confinement, en fait, justement, Ce n'est pas à charge. de quoi, Eliette?
il précise que la question n'est pas à charge, hein, c'est juste pour savoir un peu. Ouais, non, mais c'est une très bonne question. Alors, déjà, il faut savoir que c'est relativement nouveau qu'il y ait des conseils ici de sciences cognitives. Et il faut savoir, par exemple, je mentionnais la DITP tout à l'heure, il faut savoir que ceux qui s'occupent de la partie sciences cognitives, c'est une petite partie de ce département interministériel à la transformation publique. Par exemple, pendant le confinement, il y avait eu, je crois que c'était organisé par Mariam Chama et Coralie Chevalier, il y avait eu justement un cycle de conférences très très intéressantes pour montrer qu'est-ce que dans les sciences cognitives ou les sciences comportementales, ça peut nous apprendre sur comment gérer une crise, comment faire en sorte que les gestes barrières soient respectés, ou en tout cas toutes les mesures sanitaires. Je dirais que en fait, donc c'était à destination du grand public et aussi des décisionnaires publics. Je dirais que oui, on peut à la rigueur peut-être parler d'échec relatif et encore, parce que le problème, c'est qu'aussi, c'est dur de se faire écouter, de convaincre les décisionnaires publics que ce serait mieux de prendre cette décision plutôt qu'une autre, ou que prendre des décisions publiques, eh ben, ça se fait pas juste à l'instinct. Il y a aussi des données à prendre en compte sur la manière dont la cognition fonctionne, et que c'est pas parce que vous avez une bonne intuition que ça va marcher. Donc, je dirais que d'une certaine manière, les sciences cognitives sont pas trop à blâmer, parce que je pense que pendant le confinement, elles ont été peu écoutées, même s'il y a eu des superbes initiatives, comme là je mentionnais. D'ailleurs, je vous encourage, je crois que c'est disponible sur YouTube. Vous pouvez retrouver, il y avait des super intervenants. Vous avez eu Nicolas Baumard, vous avez eu Hugo Mercier, Mariam Chama, Coralie Chevalier, qui ont présenté des choses superbes sur qu'est-ce que les sciences cognitives peuvent apporter à la gestion de crise. Donc, si ça intéresse les gens, allez voir ça. Je vais essayer de voir, pendant que les autres intervenants parlent, je vais essayer de voir si je la trouve, je la mettrai sur le chat. Donc, non, mais c'est une très bonne question. Voilà, j'espère que ça éclaire un petit peu. Ça éclaire un petit peu. C'est un peu éclairant. Est-ce que Mathilde, toi qui es en plein dans le domaine, tu as un truc à rajouter? Ouais, t'es encore plus dedans, t'es très dedans, toi. Alors, T'as des choses à désolée, rajouter. donc je suis arrivée il y a pas longtemps parce que j'étais en cours juste avant. J'ai compris qu'il y avait on parlait de la DITP, donc moi juste pour partager, si vous voulez, un peu cette expérience-là, parce que j'ai fait un stage là-bas dans cette équipe. Ce qui est donc, en effet, il y a plein de choses à laquelle l'administration est pas française est pas du tout habituée, notamment le fait de tester. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas encore ancré dans la culture de, de l'administration française. Et c'est là-dessus beaucoup que sur laquelle se base cette équipe. Mais d'un côté très positif, on a eu beaucoup de retours qui étaient très chouettes de décideurs publics qui veulent mettre ces méthodes en place. Et il y a de plus en plus de projets. Là, l'équipe, elle avait commencé au départ avec quelques projets, puis c'est monté à 12 projets. Maintenant, il y a encore plus de projets. Donc vraiment, il y a un intérêt croissant des décideurs pour les sciences cognitives et l'application des sciences cognitives aux politiques publiques. Donc voilà, pour finir sur une note positive, ça prend quand même de l'ampleur et ça va dans le bon sens, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Par exemple, vous avez Thibaut Griesinger, c'est un chercheur que j'aime beaucoup, qui a participé, je crois que, tu me dis si je me trompe, il a participé avec la DITP, non, pour créer son rapport, Oui, ce que les exactement. sciences comportementales peuvent apporter pour pousser l'écologie dans le bon sens. Exactement. Donc il y a des sujets sur l'environnement, il y a des sujets sur la santé, sur l'addiction aux écrans. C'est vraiment très très varié le type de travaux qu'ils font. Ils essaient de couvrir un maximum de champs différents parce qu'ils travaillent en fait avec des ministères différents vu que c'est une entité interministérielle. Donc voilà, du coup ils ont quand même plein de sujets très variés qui couvrent un bon nombre de champs des politiques publiques. Ouais, donc c'est vraiment un truc qui monte. C'est par exemple, là je parlais de Thibaut Griesinger, qui gère Act Lab, et qui je pense, va dans le futur de plus en plus peut-être collaborer avec la DITP, qui essaie en fait justement dans son volet environnemental d'apporter des réponses qui sont basées sur des faits. Donc ça monte doucement, mais ça monte. Une petite dernière question avant de passer à la partie suivante. Geoffrey, si tu peux. Est-ce qu'on a des résultats, est-ce que tu as des exemples un petit peu des résultats du conseil scientifique que tu as pu mentionner depuis sa création, ou même de la fondation de la main à la pâte, ce genre de choses? Tu as des trucs en tête un petit peu? Ouais, j'ai deux, trois trucs.
En fait, c'est un peu compliqué parce que donc, je ne vais pas trop m'engager dans la politique, mais ça a été à la fois bien reçu et mal reçu, le versant, ce conseil scientifique, parce que ça a amené à créer en fait des guides, plein de choses très intéressantes qui sont très accessibles pour notamment les apprentissages en primaire qui essaient de montrer quelles sont les données qu'on a sur l'apprentissage de la lecture, quelle méthode marche mieux. Donc, je pense que ça a donné plein de bonnes choses à ce niveau-là. Je pense que également dans les SP, je crois que ça s'appelle plus les SP, mais c'est ce qui est censé former les enseignants. Je pense qu'il y a aujourd'hui un peu plus de sciences cognitives, mais pas encore. Ça cohabite encore. Il y a encore un peu une réticence à certains moments des sciences cognitives sur un plan moral sur ce que ça peut apporter à l'éducation. Mais je dirais que ça va plutôt dans le bon sens parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui se font en fait justement en lien avec les sciences cognitives et l'éducation. Vous avez par exemple les Coniclass. Je crois que le fondateur des Coniclass, c'est Jean-Luc Berthier et qui travaille avec Grégoire Borst, qui est un neuroscientifique qui a fait des sciences cog aussi, et qui mettent en place justement des Coniclass avec qui mettent en place des manières de faire un peu différentes, du style des sortes de remise en calme avant de commencer le cours. Donc c'est une méditation en fait, ça porte juste, on appelle ça différemment pour pas que les gens se disent oulala qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est juste parce qu'on a des données qui montrent qu'on est plus concentré et plus attentif quand on fait un exercice respiratoire avant d'apprendre. Ils vont aussi utiliser des outils pour faire du renforcement mnésique, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte les données qu'on a sur la mémoire à long terme, comment on mémorise à long terme, et ils mettent ça en place dans les classes. Et aujourd'hui, ils essaient de quantifier ça. Donc, c'est des expériences un peu à grande échelle, avec beaucoup, beaucoup de classes. Et voilà. Mais donc, ça c'est un peu comme pour l'autre question, en fait. Je dirais que c'est positif. Ça a été accueilli de manière mitigée et en même temps, ça a permis des bonnes choses. De toute façon, des fois, quand il y a des innovations, pas tout le monde est forcément hyper à l'aise avec ça, ou on a l'impression qu'on peut imposer des choses. Je me permets juste ces dernières remarques. Moi, c'est quelque chose que j'entendais parfois de la bouche d'enseignants, qui est on veut nous imposer une vision neuroscientifique de l'être humain et des méthodes. On veut lutter contre notre liberté pédagogique, mais c'est parce que c'est pas encore très bien inscrit dans les mentalités que l'éducation aussi peut être basée sur les faits, comme la médecine est basée sur les faits. Donc je dirais que je vais dire que ça va prendre du temps, mais je pense que voilà, c'est assez positif les évolutions. J'ai vu qu'on m'a dit que donc c'est plus les ISP, c'est les SP, c'est les INSPE apparemment. Bon voilà, le sigle apparemment, je crois qu'il change peut-être tous les ans, tous les 2 ans. Je ne sais pas ce qu'ils ont à changer les acronymes tout le temps. Mais voilà, merci pour la remarque. Et voilà, encore une fois, j'espère que ça a permis de clarifier un peu, que j'ai répondu à la question. Grave, super, merci beaucoup Geoffrey. On va passer à la deuxième partie du cours. Donc en fait là, on va vous présenter tour à tour les 6 grandes branches des sciences cognitives. Pour pas faire trop un effet liste, on va vraiment rester sur 5 minutes par discipline. On va pas chercher à faire beaucoup plus longtemps parce que pendant le semestre, on va un petit peu les développer et en plus, on va vous dire à la fin de chaque partie quel cours aborde ces sous-disciplines. D'ailleurs, vous verrez qu'elles se rappellent mutuellement et c'est un peu le principe de ce cognitive. Donc, on va commencer par les neurosciences. François, si tu peux. Super, merci beaucoup. Donc moi je me présente, je m'appelle Elliot Ovtcharek et donc je suis en master 2. Non, celle d'avant. Donc moi je m'appelle Elliot Ovtcharek, je suis en master 2 donc de neurosciences cognitives au Cogmaster et donc je suis neurobiologiste de formation et je suis très intéressé par toutes les notions, plus particulièrement la neurophysiologie et je travaille actuellement à l'ICM avec des patients TOC implantés pour étudier les bases biologiques du TOC. Et en fait, les neurosciences cognitives, je pense qu'on peut elle représente une discipline qui est à peu près aussi vaste qu'elle est passionnante et on peut résumer un petit peu l'objectif de cette discipline comme étant les bases biologiques, l'étude des bases biologiques de nos processus cognitifs. C'est une discipline qui est très vaste parce qu'elle se situe au carrefour
de plusieurs disciplines qui s'enrichissent et se répondent mutuellement, le tout dans des contextes très très variés, à des échelles qui sont elles-mêmes très très différentes, très très variées. Donc pour un peu comprendre, on reprend les termes, hein, neurosciences cognitives. Pour faire des neurosciences cognitives, comme l'a très bien expliqué Geoffrey, il faut par essence qu'il y ait interaction entre disciplines. On peut faire des neurosciences toutes seules, mais ce ne sera pas des neurosciences cognitives. C'est très très bien, mais ce ne seront pas des neurosciences cognitives. On peut travailler sur certaines cellules dans le cerveau pendant toute sa vie, ce sera des neurosciences, mais sans l'apport de la philosophie, de la psychologie, des sciences sociales, de la modélisation, ce ne sera pas des sciences cognitives. Du coup, moi, il y a une définition que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est dans ce livre-là, je donnerai la référence. C'est la cognition du neurone à la société, donc de Thérèse Collins, Handler et Talon Baudry. Donc Handler qu'a mentionné Geoffrey. Leur définition, elle est en 4e de couverture, c'est la première phrase du bouquin. Et elle dit: la cognition désigne l'ensemble des phénomènes qui se rapportent à l'esprit humain, son fonctionnement, ses effets sur le comportement, son émergence au cours de l'évolution et son développement typique ou non. Alors j'aime beaucoup cette définition, mais je lui apporterai une légère modification qui est pas que humain. En effet, on verra dans le cours numéro 11 que les animaux non humains, donc la souris, le singe, certains oiseaux, des poissons, etc., sont utilisés en sciences cognitives pour comprendre les bases biologiques des processus cognitifs. Et d'ailleurs, pas que des processus cognitifs. Non, François, là, fais juste avant, s'il te plaît. Et donc voilà. Et après, dans neurosciences, il y a énormément d'échelles différentes. Et c'est dans ça que je vais vous expliquer un petit peu plus. Mais quand on peut voir à gauche, pour finir sur l'aspect cognitif des choses, on voit qu'il y a écrit comportement, psychologie, cognition. Et en fait, dans ça, on peut aussi bien parler de participants sains, c'est-à-dire des personnes lambda, vous et moi, et on peut étudier chez elles, par exemple, l'étude des fondements cognitifs de l'apprentissage des mathématiques. C'est un truc qui a très très bien fait Dehaene. Il a écrit Stanislas Dehaene, dont a parlé Geoffrey, il a fait des bouquins entiers dessus. Donc ça, c'est une partie, donc c'est un truc très fondamental sur des participants sains, mais on peut aussi travailler sur des patients dans les hôpitaux touchés par exemple par des troubles du comportement social ou de la production de la parole dans le cadre de la maladie de Huntington, par exemple, qui est très étudiée au 29 rue d'Ulm à l'ENS, dans le laboratoire de neuropsychologie interventionnelle. Donc même dans l'aspect juste comportemental, il y a déjà un volet qui est très très étendu. Mais en plus, dans l'aspect neurosciences, donc dans les bases biologiques de nos processus cognitifs, c'est très très vaste. Parce qu'on peut très bien travailler sur le neurone, par exemple. Le neurone, c'est la plus petite échelle possible du cerveau, hein. C'est vraiment la brique de base, si je puis dire, du cerveau. Et ça, on peut étudier chez le furet, chez la souris, chez l'être humain même, dans certains cas très particuliers que je vous présenterai dans le cours prochain, dans le cours numéro 2 de neurosciences. Avec des méthodes qui peuvent être très invasives. On va vraiment rentrer dans le cerveau en lui-même et on va mener des études vraiment en neurophie, par exemple, ou en biologie cellulaire. Mais on peut aussi, ce sera vu donc dans d'autres cours, mener des études sur des zones cérébrales. Ces techniques sont un petit peu moins précises, mais avec d'énormes avantages. Et par exemple, de travailler sur des êtres humains sains, par exemple avec des IRM, des EEG. Donc ça, c'est des techniques, c'est des noms un petit peu barbares. On vous expliquera au cours prochain, et qui seront surtout très développés durant tout le semestre. Donc, on peut donc travailler sur monsieur et madame tout le monde de manière non invasive et au jour le jour. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous l'avez jamais fait, à participer à des expériences parce qu'en plus, déjà, c'est rémunéré et ça fait véritablement avancer la science et c'est formidable pour nous, en fait. Mais donc, pour vous illustrer un petit peu l'étendue des domaines associés aux neurosciences cognitives et leur rôle prépondérant dans les sciences cognitives, il suffit simplement de voir la variété des sujets dans lesquels la neuroscience apparaît. Donc François, si tu peux juste prendre la slide d'après. On voit donc dans le cours 2, on parle de neurosciences. Donc ça, on va en parler de biologie cellulaire. Et dans le cours juste après, cours numéro 5, on va encore aborder les neurosciences, sciences cognitives et société. Donc là, on sent qu'il y a un gap d'échelle. On passe du neurone à la société. Et donc vraiment pour montrer que c'est assez vaste, que cette discipline aborde énormément de sujets, omniprésente donc dans la discipline. Voilà, je passe la main à la suite. Merci beaucoup. Alors, bonjour, vous m'entendez?
Oui. Moi, alors bonsoir, moi c'est Yasmine Benani et je vais vous parler un peu de philosophie et plus particulièrement de philosophie dans les sciences cognitives. Déjà pour vous donner un peu une idée des champs auxquels elle s'intéresse et enfin de la diversité des champs auxquels elle s'intéresse. Et voilà, pour vous donner envie de vous y pencher un peu plus. Alors, moi, j'ai été introduite à la philosophie au lycée comme tout le monde, et j'ai toujours été fascinée par cette discipline qui représentait, en tout cas pour moi, l'exercice libre de la pensée et la pensée critique. Mais je sais que, enfin, je me souviens que je me questionnais sur l'indépendance et aussi parfois ce qui me paraissait être l'imperméabilité de la philosophie aux autres matières. Et en fait, c'est pendant un échange aux États-Unis où j'ai étudié la philosophie de la psychologie que j'ai pris conscience de la manière avec laquelle la philosophie, et surtout la philosophie analytique aujourd'hui, pouvait s'alimenter des savoirs d'autres disciplines et pouvoir dialoguer avec elles de manière très concrète. Donc si cette manière d'envisager la philosophie dans une lumière transdisciplinaire vous parle autant qu'à moi, je pense que la philosophie dans le projet des sciences cognitives est faite pour vous. Euh, alors, enfin, cette philosophie-là, en fait, elle épouse le projet empirique des autres disciplines du corps des sciences cognitives, tout en gardant son indépendance théorique. J'ai dit avant que la philosophie dialoguait avec les autres disciplines des sciences cognitives de manière concrète, mais vous vous demandez sûrement comment exactement. Alors en fait, déjà en aidant à formuler des problèmes, pour donner un exemple, le philosophe David Chalmers a posé les jalons d'un des problèmes les plus importants, les plus durs et les plus insolubles sur la conscience, qui est d'ailleurs appelé le problème difficile de la confiance, comme quoi la philosophie sait trouver les mots. Et aussi, la philosophie des sciences cognitives s'alimente des avancées des autres disciplines, donc des neurosciences, de la psychologie expérimentale, de l'intelligence artificielle. Et pour citer quelques exemples rapidement, par exemple, les études en neurosciences sur l'action volontaire peuvent aider à éclairer la réflexion philosophique sur le libre arbitre, comme on va le voir après. Tandis que, par exemple, les recherches en psychologie développementale peuvent aider à comprendre mieux l'émergence de la conscience de soi. Donc, on voit bien qu'on a une double influence de la philosophie vers les autres disciplines des sciences cognitives et vice-versa, des autres disciplines vers la philosophie. Alors, pour parler rapidement des méthodes aussi, la philosophie des sciences cognitives s'appuie sur les méthodes de la logique et formule souvent ce qu'on appelle des expériences de pensée. C'est en fait des petits scénarios qui sont formulés pour tester la robustesse d'hypothèses théoriques. Donc en fait, on prend des situations concrètes pour tester la plausibilité de certaines idées. Alors, la philosophie des sciences cognitives traverse différents champs, parmi lesquels on peut citer ceux qui sont sur la slide, donc entre autres les champs de la philosophie de l'esprit, l'identité personnelle, la philosophie de la psychologie, pour n'en citer que quelques-uns. Là, on peut passer à la slide suivante, je ne sais pas qui contrôle, François. Et donc, ces champs-là encadrent des réflexions importantes et que je trouve vraiment fascinantes, telles que, on ne va pas avoir le temps de tout citer, mais je peux en citer quelques-unes. Donc, les questions, par exemple, des rapports corps-esprit. Donc là, on se demande comment définir l'esprit. Est-ce que l'esprit duquel on parle est l'esprit qui est défini comme dans le cadre dualiste cartésien, ou est-ce que plutôt c'est une autre conception de l'esprit? Est-ce que cet esprit-là se situe uniquement dans le cerveau, ou est-ce qu'au contraire, cette délimitation dépasse le cerveau et même peut-être dépasse le corps, comme l'ont défendu Andy Clark et David Chalmers dans leur célèbre hypothèse qui est celle de la extended mind. Pour citer une autre question que j'aime beaucoup, c'est celle de l'identité personnelle, qui touche à la définition de notre identité en tant que personne. De là découlent vraiment des questionnements passionnants, comme celui de savoir à quel moment est-ce que la personne que je suis a émergé. Donc là, comme se le demande Eric Olson dans un article qui s'appelle Was I Ever a Fetus? Aussi, qu'on pourrait se demander qu'est-ce qu'il arrivera à mon identité si elle était endommagée, si elle était clonée, et qu'est-ce qui se passerait si mon identité psychologique était téléchargée dans un corps mécanique, par exemple.
Donc ça, voilà un petit aperçu des questions que se pose un philosophe d'Eric Parfit dans un livre qui s'appelle Reason and Persons, que j'ai ici et que je vous recommande parce que il est truffé d'expériences de pensée dignes des meilleurs épisodes de Black Mirror. Enfin, un dernier exemple, c'est la question de l'architecture cognitive et du fonctionnement de l'esprit. Ça, c'est une question qui a beaucoup occupé aussi les philosophes des sciences cognitives et c'est un peu le champ de prédilection d'un philosophe qui est nommé Jerry Fodor. Donc, Geoffrey en a parlé tout à l'heure. Et sur ce point, par exemple, on pourrait imaginer que des applications en robotique pourraient aider à éclairer la philosophie. Donc, voilà, j'espère vous avoir donné un petit aperçu de comment est-ce que la philosophie a contribué à nourrir le projet global des sciences cognitives. Et dans le cadre de ce cours d'introduction, il y a 2 séances qui vont être teintées de philosophie. Donc, la séance qui va être présentée par Geoffrey sur les états affectifs positifs et l'autre au croisement des neurosciences et de la philosophie qui sera présentée par François et moi-même sur le libre arbitre et la responsabilité. Voilà, merci pour votre attention. J'espère vous avoir donné envie de découvrir un peu plus la place de la philosophie dans les sciences cognitives et n'hésitez pas à revenir vers moi pour des questions ou des références bibliographiques. Voilà. Alors, je pense que c'est à moi. Vous pouvez m'entendre? Oui, c'est bon. D'accord. Bonsoir, Megan. Je suis actuellement en thèse au DEC à l'UNS en sciences cognitives et plus particulièrement en linguistique. Et donc, ce que moi je fais pour les recherches, je m'intéresse à comment les êtres humains apprennent les sons dans une deuxième langue. Et donc, maintenant, je vais vous présenter la linguistique. Donc, la linguistique, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude scientifique du langage en tant que phénomène social. Alors, le langage est un système de communication unique aux êtres humains et c'est vraiment une capacité spéciale. On utilise le langage chaque jour pour transmettre nos idées et nos besoins les uns aux autres. Et donc, les humains, ils peuvent apprendre le langage dès leur naissance de la naissance. Pour cela, certains aspects de la faculté de langage sont considérés innés. Mais même si on utilise le langage chaque jour avec facilité, nos connaissances linguistiques restent cachées ou hors de la conscience. Par exemple, on ne pense pas ni à l'articulation des sons, ni à l'ordre des mots dans une phrase avant qu'on ne les prononce. Donc, l'objectif central de la linguistique est de découvrir et d'écrire la structure des langues humaines, sachant que cette structure est toujours influencée par des contraintes de la cognition humaine de l'un côté et de notre environnement social de l'autre. Alors, les linguistes cherchent toujours à répondre à la question « qu'est-ce qu'on sait quand on connaît une langue ?» Et là, tu peux avancer le diapo. Donc ici, je vous montre les différentes parties de la structure des langues qui sont également des sous-domaines des linguistiques. Donc d'abord, on va commencer avec la phonétique et la phonologie. Donc quand on connaît une langue, on connaît les propriétés des sons dans notre langue, ou les propriétés phonétiques et c'est-à-dire quels sont possibles, dans quel ordre ils peuvent apparaître et lesquels intonations et rythmes sont par une langue. Ensuite, on a des intuitions sur la morphologie, c'est-à-dire l'ordre de mots dans une, par exemple, c'est-à-dire les parties des mots, leur fonction et qu'on peut mettre. Ensuite, c'est la syntaxe. On a des intuitions sur comment se construisent les phrases et de la structure des phrases et des mots en général. Et ensuite, on a la sémantique et la pragmatique. C'est-à-dire les sens des mots, des phrases, et comment on peut les interpréter dans le contexte d'un discours. Alors, c'est les compétences linguistiques. Et après, sous-domaine de la linguistique qui la lie avec les autres disciplines des sciences cognitives. Et tu peux avancer le diapo. Par exemple, la psycholinguistique, c'est l'étude de l'acquisition et le traitement de langage. La neurolinguistique, c'est plutôt l'étude des phénomènes neuronaux
contrôle, la compréhension et la production du langage. Donc, il y a plein de liens entre les autres disciplines des sciences cognitives. Et finalement, on va aborder un peu la méthode. Les méthodes dans la linguistique sont très diverses. Une des méthodes simples et vraiment indispensable par la linguistique est de collecter des jugements grammaticaux des locuteurs dans des expériences linguistiques comportementales et ensuite de dériver la structure à laquelle on s'intéresse sur la base de ces données. Et depuis peu, il y avait aussi l'oculométrie ainsi que des différentes mesures de l'activité cérébrale qui sont aussi utilisées pour mieux dévoiler les connaissances linguistiques et ces corrélats dans le cerveau. Donc, linguistique, dans ce cours, on va commencer par une introduction à la linguistique et comment on apprend les langages dans le cours 9. Dans le cours 10, ça sera un cours de phonologie computationnelle, donc comment on peut modéliser les sons. Et dernièrement, il y aura des liens de animaux et sciences cognitives, des systèmes de communication chez les animaux et le système de communication chez les êtres humains, notamment la langue. Et donc voilà, c'est tout pour la linguistique. J'espère que vous pouvez venir au cours pour en apprendre plus. Vous m'entendez là? Est-ce que mon micro marche? Vous m'entendez? On t'entend. Ok, super. Alors du coup, je vais vous parler de la modélisation en sciences cognitives. Alors, dans la présentation précédente et même de manière générale, quand on parle de modélisation, en fait, en sciences cognitives, on parle d'intelligence artificielle. Et c'est quelque chose qui suscite beaucoup de fantasmes et qui suscite aussi l'intérêt du grand public. C'est des domaines de recherche qui sont très attractifs et on a déjà tous entendu parler de machine learning ou d'intelligence artificielle sans forcément vraiment toujours savoir ce que c'est et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là. Du coup, le premier point que je vais aborder, c'est d'abord le fait que la modélisation, je ne considère pas particulièrement ça comme une discipline en soi, c'est plutôt une méthode. Donc c'est plutôt une méthode et le but c'est plutôt de développer des outils conceptuels et méthodologiques qui permettent d'adapter une certaine approche computationnelle, une approche numérique, des mécanismes qui sous-tendent la cognition. Donc je vais brièvement vous élaguer qu'est-ce que c'est que cette méthode avant de passer à la suite. C'est une méthode qui commence tout simplement par la formulation d'hypothèses. Et la modélisation intervient au moment de traduire ces hypothèses en utilisant un langage mathématique. Ensuite, une fois que le modèle a été élaboré, il y a une étude de ce modèle et on en tire des conséquences qualitatives et quantitatives et on fait des prédictions. Ensuite, on compare ces prédictions avec des observations expérimentales, ce qui permet par la suite de réviser le modèle et ainsi de suite. Donc concrètement, en sciences cognitives, on peut faire de la modélisation à plein d'échelles et de plein de façons. Donc on peut chercher par exemple à élaborer des modèles du cerveau, donc c'est ce qu'on fait avec des réseaux de neurones, mais aussi quand on regarde les méthodes de catégorisation des données sensorielles-motrices par exemple. On peut faire des modèles du comportement humain individuel avec de la prise de décision, avec de la navigation spatiale, ou par exemple quand on s'intéresse à l'apprentissage. Et on peut aussi regarder des comportements collectifs. Donc c'est quand on essaye de faire des modèles d'interaction sociale, par exemple. Donc il y a ensuite différentes approches à partir de là. Donc on peut regarder par exemple des modèles de simulation. Donc par exemple, ça a un grand intérêt parce que ça permet de faire des hypothèses sur des interactions entre processus cognitifs, par exemple, et ensuite de les tester. Ce qui nous amène ensuite à étendre les modèles préexistants, les modèles théoriques, et faire de nouvelles prédictions expérimentales. Donc, il y a une forte interaction avec les autres disciplines qui concourent à former le domaine des sciences cognitives.
Et c'est plutôt une approche qui permet d'enrichir ces modèles-là. Donc là, j'ai mis ce schéma pour vous montrer que si on regarde un aspect de la modélisation, tel qu'on peut en faire en sciences cognitives, et ce n'est qu'un aspect, là, c'est par exemple le machine learning, c'est parce que c'est ce qui est vraiment le plus tarte à la crème. Ici, on voit déjà que les méthodes qui sont utilisées en machine learning, elles peuvent être utiles sur plein de choses qui ne correspondent pas forcément aux sciences cognitives, et elles peuvent permettre de faire énormément de choses, notamment sur le traitement de données. Mais d'un autre côté, c'est pas forcément, les sciences cognitives ne sont pas forcément uniquement liées à ces méthodes. L'approche de modélisation dans les sciences cognitives ne sont pas forcément uniquement liées à ces méthodes-là, et ces méthodes-là ne sont pas forcément des sciences cognitives. Donc c'était un premier point que je voulais aborder, parce que c'est souvent une confusion qui est présente dans les esprits. On a tendance à très vite associer la modélisation en sciences cognitives avec l'intelligence artificielle et du machine learning. C'est des méthodes qui sont utilisées et elles ne sont pas forcément synonymes de tout ce qui peut se faire et de tout l'intérêt de cette approche-là en sciences cognitives. Tu peux passer à la slide suivante. Pour le coup, on va faire une séance où on va utiliser une approche de modélisation. Donc là, on va regarder justement l'interaction entre linguistique et une approche computationnelle. Et on va particulièrement s'intéresser au modèle acoustique de la discrimination entre les sons d'une langue native et non native. Du coup, Bonjour, alors est-ce que vous m'entendez? Ça doit être bon. Alors du coup, moi je m'appelle Mathilde, Mathilde Mus, et je suis aussi en M2 au Cogmaster, et je suis dans la majeure sciences sociales. Et cette année, je travaille sur la perception et l'acceptabilité des politiques environnementales. Donc là, je vais essayer de vous faire une introduction un petit peu générale aux sciences sociales cognitives. Donc les sciences sociales cognitives, en fait, postulent que les phénomènes sociaux comme l'art, la religion, la perception des politiques publiques ou encore les comportements économiques sont assez fortement liés à la manière dont notre psychologie fonctionne. Il faut savoir que c'est un champ qui débute, qui a environ une vingtaine d'années, mais comme la modélisation qui attire pas mal de chercheurs, mais pas seulement. Donc voilà, c'est un champ assez dynamique. Et un premier point que je voulais aborder, c'est que vous vous demandez peut-être en quoi les sciences sociales cognitives diffèrent des sciences sociales classiques. Et donc pour ça, je vais prendre deux exemples qui sont la sociologie et l'économie. Donc la sociologie, elle, tente d'expliquer le social par le social. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de Durkheim, voilà, il faut expliquer le social par le social. Tandis que la perspective est complètement différente en sciences sociales cognitives, puisqu'au contraire, il s'agit d'expliquer le social par d'autres variables, donc des variables cognitives comme le sentiment de confiance, la perception de justice, etc. Et aussi, quand on prend en compte des variables sociales, puisqu'elles sont vraiment importantes, par exemple le niveau socio-économique, alors on va quand même tenter d'expliquer par quel mécanisme cognitif ces variables ont un impact. Donc par exemple, on sait qu'il y a un lien entre le niveau socio-économique et des comportements plus ou moins court-termistes, long-termistes, pour vous donner un seul exemple. Donc voilà pour la sociologie, en quoi c'est différent. Et si on prend l'économie maintenant, je ne sais pas si vous connaissez les axiomes qui sont à la base de l'économie orthodoxe, on va dire, mais notamment il est postulé que les agents prennent des décisions rationnelles et surtout indépendamment les uns des autres. Donc en fait dans la réalité, les gens se comportent assez différemment de ce que prédisent les modèles économiques. Et justement, les sciences sociales cognitives essaient d'enrichir ces modèles économiques en ajoutant des variables comportementales à ces modèles économiques. Et justement, je veux bien appuyer sur ce dernier point d'enrichissement de ces modèles. Et vraiment, il ne s'agit pas, même si là j'ai fait exprès de vous montrer les différences avec ces deux disciplines pour que vous compreniez bien, mais il ne s'agit vraiment pas d'opposer aux sciences sociales standards
enfin de s'opposer aux sciences sociales standards, mais vraiment de les complémenter par d'autres approches qui ne sont pas traditionnellement utilisées en sciences sociales, donc notamment la théorie de l'évolution, la psychologie, les neurosciences. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être complémentaire. C'est pas les mêmes niveaux d'analyse, ça répond pas forcément aux mêmes questions, mais voilà, tout ça, ça fonctionne ensemble. Et pour vous donner une référence que je trouve très intéressante quand vous êtes quand vous vous intéressez à ces sujets, c'est un livre qui est paru récemment par l'anthropologue Pascal Boyer, qui s'appelle Minds Make Societies. Je vous écrirai la référence dans le chat. Où justement l'auteur postule que pour comprendre des comportements collectifs, on peut vraiment pas faire l'économie de s'intéresser à la psychologie individuelle, parce que justement, comme le dit le titre, la société est composée avant tout d'humains qui ont une certaine architecture cérébrale, une certaine psychologie, etc. Donc voilà, ça c'est un peu le point de départ. Et une dernière caractéristique que je voulais souligner par rapport aux différences encore avec les sciences sociales standards, c'est que les sciences sociales cognitives s'intéressent aussi à la cognition animale et pas seulement à la cognition humaine, notamment dans toute la perspective évolutionniste, en observant par exemple d'autres espèces sociales chez les animaux, etc. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat, je tenterai d'y répondre à la fin. Et si tu peux changer la diapo, François. Voilà, et du coup là, je vous ai juste mis des sous-champs. Je pense pas que je vais développer parce qu'il reste encore une personne qui doit parler après moi. Mais de toute façon, il y aura des séances dédiées à ces sous-champs. Donc en fait, au sein du sous-champ même que sont les sciences sociales cognitives, il y a d'autres sous-champs dont je vous en ai listé quelques-uns ici. Donc la cognition sociale qui étudie les interactions, comme son nom l'indique, sociales, humaines ou animales, en étudiant des jugements de dominance, des jugements de compétences, mais plein d'autres choses aussi. Donc je vais vous donner des exemples de tout, la psychologie évolutionniste, l'anthropologie cognitive, et ensuite des disciplines plus économiques, donc l'économie comportementale qui, elle, s'intéresse à tout ce qui est biais cognitif des individus, et la neuroéconomie qui s'intéresse plus à des bases neurales. Mais voilà, on en parlera plus dans les séances qui suivent, qui du coup, si tu peux changer François. Donc, dans le cours 3, on parlera de la psychologie évolutionniste, qui est, donc, je voulais montrer une sous-discipline des sciences sociales cognitives. Ensuite, dans le cours 5, on parlera sciences cognitives et société, donc les applications à la fois médicales, mais aussi en termes de politique publique que peuvent avoir les sciences cognitives. Et enfin, le cours 8, qui sera du coup plus orienté économie comportementale, qui parlera des biais cognitifs et comment cette notion elle a été construite d'une certaine manière et on peut la déconstruire à l'aide d'autres disciplines. Donc voilà, une approche un peu critique des biais cognitifs. Voilà, si vous avez des questions ou si je peux vous écrire les définitions des sous-champs dans le chat, comme ça vous avez quand même une idée de tout ça. Merci. Alors Réa, est-ce que tu peux nous rejoindre? Alors Réa m'a dit qu'il y avait peut-être des problèmes de connexion. Est-ce qu'on l'a perdu? Ouais, je la vois pas. Désolé, je pense que du coup, Réa va pas pouvoir présenter la psychologie cognitive. Alors c'est un peu dommage parce que c'est vrai que c'est quand même un champ qui est tout aussi important que les autres et que c'est un champ peut-être fondateur en sciences cognitives. Mais d'un autre côté, c'est le champ qui est le plus représenté. Et donc je pense qu'on va peut-être pouvoir en reparler plus tard. Et comme je vois que là on arrive vers 20h30, on va peut-être juste simplement finir là-dessus. Je suis désolé. Mais peut-être très brièvement, la psychologie cognitive, c'est une branche des sciences cognitives qui s'intéresse à la façon dont les êtres humains captent des informations, les traitent et les transforment. Donc, qui s'intéresse plutôt aux fonctions cognitives, peut-être sans nécessairement aller dans les détails neurobiologiques, même si de nos jours, il y a de plus en plus d'interactions entre la psychologie cognitive et les neurosciences cognitives par le biais des sciences cognitives, du coup.
et aussi qui prend peut-être pas une psychologie naïve de ce qu'est le monde, ou dite naïve, de la manière dont on perçoit le monde, mais qui en fait va faire une série de prédictions qui répondront peut-être pas à ce que les gens pensent en général. Donc désolé, je n'avais pas prévu de présenter ça, donc ça ne veut pas dire grand-chose que je viens de vous dire. Mais en gros, on va parler de la psychologie dans 5 sessions, dans le cours 4 sur les états affectifs positifs, dans le cours 5 de nouveau, sciences cognitives et société, et dans les sessions sur le libre arbitre, la responsabilité, sur les illusions visuelles et sur les biais cognitifs. Donc voilà, donc on aura l'occasion de reparler de la psychologie dans le cadre des séances cognitives pendant ces sessions-là. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre présence. J'espère que ça a été François, intéressant. si tu peux rappeler aussi où sera disponible le replay. Oui, alors justement, on ne sait pas encore, mais on va vous en informer dans les jours qui arrivent. Donc c'est une Par décision mail, qui n'a pas encore de toute été façon, prise. si jamais. On va vous envoyer un email de toute façon avec des informations. Aussi, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions sur les validations pour les étudiants de l'ENS. Il y aura sûrement pas la possibilité de faire une validation malgré le fait qu'on avait dit il y a 2 semaines que peut-être ce serait possible. Donc voilà. Donc ça de toute façon, c'est seulement pour les étudiants de l'ENS qui ont le diplôme de l'ENS et ce sera sûrement pas possible. Voilà, donc merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement.